C'est un grand plaisir d'être ici déjà pour la troisième fois, avec toujours plus de choses, plus de défis. Alors c'est pas mes défis, c'est pas les défis de l'ANSSI, c'est nos défis. Et c'est pas de la démagogie que de dire ça. On est bien tous, dans nos rôles respectifs, engagés dans cette sécurisation de la transition numérique, pour parler avec des gros mots, mais c'est bien la réalité. Vous connaissez la menace, je ne vous la rappelle pas. Moi, je me sens un petit peu dans le rôle du médecin urgentiste qui est aux urgences et qui voit arriver les blessés, parfois dans un état dramatique. Et des blessés, il y en a de plus en plus. Et tous, ils m'expliquent qu'ils ne savaient pas que conduire à 200 km/h en moto sans casque sur l'autoroute, ça pouvait être dangereux. Et malheureusement, ils l'apprennent souvent tard, pas trop tard, parce que la plupart survivent, guérissent, pas tous, notamment parmi les PME. Mais très clairement, on a un devoir très fort, et d'ailleurs ce sera ma conclusion, ça fera la boucle, on a un devoir pour protéger ces gens qui font encore de la moto sans casque à 200 km/h sur l'autoroute. Et ça passe évidemment par tout le champ réglementaire, du conseil, de l'offre de services, pour permettre d'apporter des solutions efficaces. Alors, je voulais échanger avec vous quelques vues, en gros une triple démarche. Il faut toujours un rythme ternaire. Une démarche souveraine. La cybersécurité reste une question de souveraineté nationale. On ne l'oublie pas. C'est une des raisons d'être de l'ANSSI. Une démarche européenne. On a souvent un discours sur l'Europe qui peut être naïf, qui peut être critique. Je suis persuadé que l'Europe est une des pistes pour avoir une meilleure cybersécurité en France et ailleurs. Et également une démarche d'ouverture. J'ai déjà dit l'an dernier, je le redirai, la cybersécurité ne peut pas se cantonner à un cénacle d'experts. Et on se doit d'aller vers les autres, quelle que soit leur sensibilité, quel que soit ce qu'ils peuvent apporter dans cette démarche extrêmement transverse. Alors, une démarche souveraine. Évidemment, je vais vous parler d'opérateurs d'importance vitale. Évidemment, il y a eu un énorme travail de fait pour mettre en œuvre l'article 22 de la loi de programmation militaire, vous connaissez ça par cœur. Bref, aujourd'hui, tout cela devient opératoire après la publication de décrets, après la publication d'arrêtés sectoriels qui fixent notamment les règles de sécurité qui vont progressivement s'imposer à nos opérateurs d'importance vitale dans tous les champs ultra sensibles que sont l'énergie, les transports, les finances, l'industrie de santé, bref, tout y passe évidemment. Un travail énorme a été fait avec les opérateurs eux-mêmes, que je remercie une fois de plus, parce qu'une fois encore, c'est bien d'avoir des lois, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est impérativement pouvoir développer tout ça avec les acteurs eux-mêmes. Et les premiers acteurs de la cybersécurité des OIV, ce sont les OIV eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, comme diraient mes informaticiens, on est en fin de phase de build et on va passer en phase de run. On est vraiment à la frontière. Je pense qu'on a tous les éléments pour faire ça proprement, pour faire ça efficacement, pour faire ça intelligemment, c'est-à-dire avec des coûts maîtrisés, des coûts réels mais maîtrisés, et surtout une véritable efficacité, in fine, face aux menaces que l'on redoute, menaces extrêmement graves, là encore je ne reviens pas dessus. Alors, ce que l'on fait avec les OIV, clairement, on prépare le pire, mais vraiment le pire du pire, de manière à ce qu'ils ne se produisent pas. Ou bien s'ils commencent à se produire, qu'on soit capable de réagir et de faire ça efficacement. Et pour ça, la bonne nouvelle, d'une certaine manière, c'est qu'on sait comment faire. Très souvent, quand j'explique les menaces, les risques et tout ça, les gens disent mais d'accord, c'est la fin du monde que vous annoncez, il n'y a rien à faire. Non, pas du tout. On connaît les solutions. Les solutions, elles sont dans la gouvernance, elles sont dans les règles de gestion de la sécurité, elles sont dans les moyens techniques, qu'ils soient en termes de protection, en termes de détection d'attaques, ils sont dans la formation des différents agents jusqu'au PDG. On sait ce qu'il faut faire. Ce n'est pas de la sécurité à 100%, c'est une évidence. Il nous reste toujours une petite marge qui permettra à l'ANSSI d'exister longtemps dans son rôle opérationnel. Mais fondamentalement, on sait éviter les risques au prix d'un effort, par contre, qui, lui, est important. L'autre chose essentielle, c'est que autant certaines des règles sont vraiment de la responsabilité même de la gouvernance des OIV, autant d'autres règles sont vraiment des choses plus techniques, qui nécessitent des produits, qui nécessitent d'avoir affaire à des prestataires de services capables d'apporter de vraies spécialités dans le monde de la sécurité. Et ça, ce ne sont pas les OIV, dans la plupart des cas, qui peuvent développer ça en interne. On a absolument besoin d'offres de services efficaces et de confiance dans le domaine de la cybersécurité. Et là encore, vous connaissez notre réponse, ça passe par la qualification, c'est-à-dire que pour différents métiers, on fixe des règles, on écrit des référentiels qui sont volontairement publics, et ensuite, sur la base du volontariat,
on évalue la capacité d'un tel ou un tel à suivre ces règles et être à la fois un acteur compétent et de confiance. Deux qualités qui sont évidemment totalement complémentaires, mais également orthogonales. Alors aujourd'hui, le bilan, il est plutôt bon, même si évidemment beaucoup de personnes y laissent beaucoup d'énergie, que ce soit chez moi ou chez les industriels partenaires, pour se faire qualifier. Dans le domaine de l'audit, qui est celui qui a commencé en premier, je compte aujourd'hui 20 PACI, 20 prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information. C'est énorme. On m'aurait dit ça au départ, je ne l'aurais pas cru. 14 autres en cours d'évaluation, en cours de qualification. Donc vous voyez, on a vraiment une dynamique industrielle forte dans ce domaine-là. Donc on ne peut que s'en féliciter. Beaucoup sont ici, sur ce salon. Dans d'autres domaines, dans le domaine de la détection d'incidents, ça aussi c'est un métier compliqué, on est toujours en phase expérimentale. On a quand même 8 prestataires qui ont été sélectionnés pour expérimenter le référentiel, la phase d'évaluation. Et là encore, ça se passe bien, même si parfois c'est un peu avec du sang et des larmes, mais c'est parce que c'est pas simple. Et c'est parce que c'est pas simple que ça a de la valeur, fondamentalement. La réaction à l'incident, c'est pareil. On a 6 prestataires qui jouent le jeu, 4 qui sont déjà quasiment sortis du tunnel, 2 qui vont pas tarder à en sortir. Et puis dans le domaine un peu plus compliqué et un peu plus connexe, très clairement à nos missions du cloud computing, eh bien là encore, la même démarche permet d'aller s'assurer que certains prestataires offrent réellement des services d'un haut niveau de sécurité, ou plus exactement d'un niveau de sécurité adapté, ce qui permet évidemment d'utiliser ces nouvelles technologies de manière raisonnable, de manière sûre, et de sortir du discours qui consiste juste à dire que c'est dangereux. Donc, je voudrais sincèrement remercier mes équipes qui traitent ça, parce que c'est pas simple, mais surtout les industriels qui jouent ce jeu-là. Alors, c'est pas totalement désintéressé, j'en suis conscient, mais c'est un intérêt commun. Et ils mettent énormément d'énergie, énormément de bonne volonté à faire en sorte que l'on développe cet écosystème capable d'implémenter les règles de la LPM. Dans le domaine européen, qui est finalement un petit peu une de nos nouvelles priorités. On s'est beaucoup focalisé au niveau national parce que c'était la priorité, hein, c'est ce qu'il fallait faire en premier. Maintenant, on se tourne vers l'Europe pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a tout un sujet de construction d'une industrie de la cybersécurité européenne. Je souhaite vraiment que ce ne soit pas que des mots. Il y a en France et en Europe, chez nos voisins, allemands notamment, mais pas seulement, de véritables pépites. On a besoin de structurer cet écosystème industriel. On a besoin de soutenir les efforts de R&D. Il n'y a pas de raison que les fonds considérables du H2020, par exemple, pour ceux qui connaissent, se détournent des questions de sécurité, au titre du fait de la mauvaise raison comme quoi la sécurité fait partie de la prérogative des États et pas de l'Europe. Non. On a vraiment eu un dialogue très, très efficace avec la Commission européenne qui aboutit à un partenariat public-privé qui est en train de se lancer, qui va permettre de flécher de mémoire quelque chose comme 450 millions de fonds de R&D à l'échelle européenne. C'est quand même considérable. Beaucoup de Français sont impliqués dans ce partenariat. On va y mettre l'énergie qu'il faut, de manière à en tirer le meilleur et à en éviter les écueils, parce qu'évidemment, dans ce genre de démarche assez volumineuse, il y a toujours des écueils et des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Autre domaine, c'est le domaine réglementaire. C'est bien joli de réglementer en France. Beaucoup d'OIV me l'ont dit dès le départ. Je caricature le message, mais en gros, c'était c'est bien ce que vous faites en France, on comprend l'intérêt, mais, nos réseaux ne s'arrêtent pas à la frontière. Nos réseaux sont très souvent à l'échelle européenne, quand c'est pas plus, mais il y a souvent une logique de plaque européenne. Et puis surtout, il y a une sorte de distorsion de concurrence entre ceux à qui on impose des règles et ceux à qui on n'impose rien. Alors, je suis convaincu que ceux qui sont vertueux en termes de sécurité, sur le long terme, ils vont s'y retrouver. Mais c'est vrai qu'à court terme, c'est pas très juste, tout ça. Donc on pousse évidemment pour avoir une démarche la plus uniforme possible au niveau européen, tout en conservant notre souveraineté nationale. Et là, on a notamment la directive Nice, qui reprend beaucoup d'idées de la LPM, et qui va permettre déjà d'identifier des structures au sein de tous les pays de l'Europe, de l'Union européenne, et puis ensuite d'être capable de fixer des règles pour les opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs essentiels, on n'appelle pas ça des OIV, mais ça ressemble beaucoup, ça peut être un peu plus large, même très certainement en termes de périmètre. Fixer des règles, chaque pays va fixer des règles, et tout ça ensuite va fonctionner sur la base d'une coopération volontaire entre les États. Coopération volontaire, pour être très franc avec vous, ça veut dire qu'il n'y a pas de super chef au niveau européen qui va diriger les États, ça je ne vous cache pas qu'on y était plutôt opposé, mais une véritable démarche de coopération, d'entraide entre les pays, en maîtrisant évidemment les informations qui seront échangées.
Ça va être compliqué, ça va prendre du temps, mais là encore, je suis persuadé que c'est la bonne voie et que cette logique européenne dans le domaine de la cybersécurité sera une logique efficace, à condition que là encore, tout le monde joue son rôle, à la fois côté opérateur, mais évidemment côté industriel. Et puis on a plein d'autres sujets liés à l'Europe. On a un travail important fait par l'ENISA, l'Agence européenne de sécurité, qui notamment aide les pays qui n'ont pas pris le virage de la cybersécurité à monter en capacité. On a le CERT-EU qui s'occupe de la sécurité des institutions européennes. Là, on n'est plus dans les nations, mais dans les institutions. Ce n'est pas un grand secret de dire que ces institutions européennes sont très ciblées, notamment en matière de renseignement. Il est absolument impératif de les protéger, et on travaille évidemment avec eux. Et puis, on a d'autres démarches de niveau européen, des choses assez techniques comme le règlement EIDAS, qui va nous permettre de développer les questions de signature et d'interop autour des questions d'identification, mais également des choses beaucoup plus subtiles qui ne rentrent pas a priori dans le champ de la cybersécurité, qui sont notamment les négociations des traités transatlantiques, des traités commerciaux. Alors vous me direz, traités commerciaux, c'est les poulets à l'eau de Javel, tout ça. Non. Ces traités commerciaux, ils traitent de questions de numérique, ils traitent de questions de sécurité, ils traitent de notre capacité à certifier, qualifier les produits, les prestataires, ils traitent de plein de choses. Ça mérite d'aller le lire, quand on peut le faire d'ailleurs, puisque très souvent les drafts sont secrets. On est extrêmement vigilant sur ces traités, de manière à faire en sorte que le résultat ne soit pas contradictoire avec tout ce que l'on fait par ailleurs en France et en Europe, et soit conforme à nos valeurs, de manière à pouvoir continuer à nous protéger efficacement, sans pour autant, bien évidemment, tourner le dos, notamment à nos amis américains. Troisième démarche, après la démarche souveraine et la démarche européenne, c'est une démarche d'ouverture beaucoup plus large. On a besoin de tout le monde dans le domaine de la cybersécurité, et je suis convaincu que ce serait une erreur de corneriser, de laisser de côté un tel ou un tel. Chacun doit véritablement jouer son rôle. En toute franchise, je pense notamment aux industriels non européens. J'ai parlé d'industriels français, qui vont vers la qualification, mais on n'est pas obligé d'être français d'ailleurs pour être qualifié. Des industriels européens que l'on pousse, notamment dans le cadre du CPPP, le partenariat public-privé européen. Mais on sait, et ils sont nombreux ici, on sait qu'on a également besoin des industriels non européens. Et je suis toujours très ouvert à toute forme de coopération intelligente, non naïve, intelligente, où chacun peut s'y retrouver, de manière à éviter les risques qui existent toujours, et en même temps attirer les meilleurs bénéfices pour tout le monde. Donc cette coopération avec les industriels au sens large, elle est également essentielle. Elle ne doit pas être naïve, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand on en parle, et on en parle très souvent, très librement, ça se passe extrêmement bien. Et je suis certain que chacun peut trouver sa place et y trouver son intérêt. L'autre champ de coopération, c'est le champ international. Alors, il y a des pays très proches, il y a Monaco, bien évidemment, on en a parlé. On a évidemment une tendresse particulière pour Monaco, surtout moi, vu que j'ai perdu mon bras droit. Mais enfin, je ne l'ai pas totalement perdu non plus, donc voilà, tout ça est intelligent. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. On a également des coopérations avec des pays beaucoup plus lointains, dans les démarches qu'on appelle de capacity building. C'est notre devoir, c'est également notre intérêt, parce qu'il n'y a pas que de la philanthropie dans tout ça, c'est notre intérêt de faire monter en compétence les pays qui se tournent vers la France, pour qui la France peut être un modèle ou peut être un partenaire de confiance, de manière à développer à l'échelle locale une cybersécurité adaptée au niveau national. Là encore, on a beaucoup de coopérations qui sont intéressantes, intelligentes, et qui mêlent à la fois des questions réglementaires, des questions industrielles, des questions de sécurité nationale, des questions d'ouverture. Là encore, les sujets sont les mêmes. Et puis, une ouverture plus générale vers la société civile, vers tous ceux qui veulent contribuer. Alors, la loi pour une république numérique n'est pas promulguée, donc je suis un peu gêné pour en parler, mais enfin, les textes sont arrêtés, ils ont été votés. Il y a notamment un article dans cette loi numérique, le 20 septies. J'apprends des mots tous les jours, donc voilà, pour un nom latiniste. Donc 20 septies, cet article qui dit notamment, qui tente de traiter une question délicate, qui est celle de, pas des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, c'est un sujet compliqué, c'est pas de ça dont on parle, mais qui est le sujet de ceux qui voient des problèmes sur Internet, des systèmes industriels qui sont connectés, des trucs... Bon. Pas des méchants hackers, des hackers au sens américain du terme, des gens qui sont compétents, qui voient des choses, qui veulent le dire, et qui aujourd'hui ont peur de le dire pour la simple raison qu'ils ont peur qu'on ne les remercie pas à la hauteur de leur service, mais qu'au contraire, on les traîne en justice, pour être clair. On a beaucoup discuté
au niveau gouvernemental, avec les différents ministères, pour voir comment traiter cette question-là, qui est une question complexe. On a convergé sur l'idée que le moins dangereux, le plus efficace, le meilleur compromis, était de permettre à ces personnes de contacter l'ANSSI en tant qu'autorité nationale pour dire « j'ai vu ça », et de ne pas obliger l'ANSSI à les dénoncer comme de dangereux criminels. Ce qui, en termes législatifs, veut dire qu'on est dispensé de l'application de l'article 40, qui normalement oblige tout agent public à dénoncer des crimes et délits. Ça peut vous paraître très surprenant, ça peut vous paraître un manque de reconnaissance vis-à-vis de ces gens qui veulent aider. En pratique, mais très pragmatique, je pense que ça va être efficace et ça va nous permettre de recevoir ces témoignages et d'agir surtout pour faire en sorte que ces trous de sécurité, qui sont parfois pas des trous mais vraiment des gouffres, puissent être comblés le plus rapidement possible par les personnes qui sont en charge de ces systèmes. C'est un pas en avant qui me semble intéressant et qui permet surtout de ne plus occulter une part complète de l'écosystème qui est celui non pas des industriels, non pas des étatiques, non pas des OIV, mais de ceux qui veulent aider, des citoyens numériques, comme on pourrait les appeler, qui ont envie d'apporter leur aide, eux aussi, à cette démarche nationale de cybersécurité. Alors, en conclusion, je vais le redire une fois de plus, même si ça fait un petit peu vintage, la sécurité reste l'affaire de tous. Alors vous, évidemment, si vous êtes ici, c'est que vous trempez dedans, soit parce que vous apportez des solutions, soit parce que vous êtes client, demandeur de ces solutions. Donc évidemment, vous êtes concerné, mais ça concerne également les autres. Vous avez un rôle très fort en termes de conviction, de pédagogie vis-à-vis de vos PDG, de vos clients, de nos ministres. Thierry ? Il faut expliquer les choses. Parce que c'est des sujets qui sont compliqués, c'est des sujets qui sont arides, c'est des sujets dans lesquels on ne rentre pas comme ça. L'intuition n'est pas forcément toujours la bonne. Donc il faut qu'on soit capable d'expliquer tout ça. Il faut qu'on soit capable d'aller voir le PDG et lui dire non, la question de cybersécurité de l'entreprise, c'est votre problème avant tout. En tout cas, moi je le fais régulièrement dans les COMEX. Il faut aller voir les directeurs financiers pour leur dire non, mais là c'est votre sujet aussi. Parce que c'est bien la survie de l'entreprise, les résultats financiers de l'entreprise qui sont en jeu. Il faut le directeur juridique aussi. Il y a quand même pas mal de dispositifs, à la fois pour la protection des données personnelles et pour la cybersécurité qui s'applique aujourd'hui. Le directeur juridique est directement concerné. Bref, et puis les directeurs métiers, ceux qui sont dans leur métier et qui considèrent que leur métier, c'est pas de faire de la cybersécurité, mais c'est de faire leur métier d'origine. Non, eux aussi sont concernés, et là, c'est un travail énorme. J'ai vu énormément d'évolutions depuis que je suis à l'ANSSI. Ça va vraiment dans le bon sens, très clairement, c'est pas de la démagogie là encore, mais il y a encore parfois un peu de travail, et surtout mon rêve, c'est qu'on arrive à convaincre ces gens-là avant les drames. Après, c'est facile, bien évidemment. Mais avant, c'est beaucoup plus complexe. Et là, nous avons tous, collectivement, une responsabilité extrêmement forte pour porter ces messages. Alors, expliquons les choses. Expliquons que le chiffrement, ce n'est pas quelque chose de diabolique. Au contraire, ça fait partie de ces technologies qui vont nous permettre de sécuriser notre espace numérique, de le rendre, comme disait Monsieur le Ministre, de le protéger, de le rendre sûr, de le rendre de confiance. À nous de sensibiliser. J'en profite pour vous rappeler, si vous ne l'aviez pas noté, que c'est en ce moment le mois européen de la cybersécurité, à l'initiative de l'INSA. L'ANSSI s'inscrit de manière volontariste dans cette démarche parce qu'on pense que c'est bien d'avoir ces démarches de sensibilisation et qu'il faudra continuer à le faire tous les ans avec des messages toujours adaptés, toujours plus adaptés au public que l'on vise. Il faut évidemment développer également les questions de formation, d'experts, de non-experts, de gens qui ne sont pas des experts en cybersécurité, mais qui sont dans les métiers du numérique. Je pointe comme ça une démarche qu'on appelle SecNuMedu, qui va consister justement à identifier les formations plutôt de niveau Bac+5 en cybersécurité pour donner plus de lisibilité à tout ça. Là encore, on a un jeu collectif à jouer parce qu'on fait ça pour nous et pour vous, bien évidemment. Bref, autant de démarches fondamentales qui font que, pour reprendre le titre qu'on avait dû donner à cette intervention, confiance, défiance numérique, l'heure du choix. Bref, on sent bien qu'on est au sommet de l'arête et que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Donc je compte sur vous pour pousser du bon côté, avec nous, avec les outils que l'on essaye de mettre en place pour rendre tout ça plus efficace, de manière à faire en sorte que notre espace numérique, que la transition numérique, que la confiance soient au rendez-vous et nous permettent de lutter contre des menaces qui ne vont pas cesser de croître, à n'en pas douter, tant l'écosystème et la géopolitique sont instables aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite de très bonnes assises dans cette superbe organisation, je vous souhaite de très bons moments d'échange, et ce sera un plaisir évidemment d'échanger avec vous si j'en ai l'occasion. Merci beaucoup. Bonjour mesdames, messieurs, monsieur le ministre.
D'abord, merci. Merci à toi, Guillaume, et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis particulièrement honoré de participer à ces assises. C'est un honneur, au-delà de ma personne, pour le ministère de l'Intérieur de participer à cette rencontre entre acteurs économiques de la sécurité des systèmes d'information, et que vous soyez acheteur, que vous soyez fournisseur de solutions, c'est très important pour nous d'avoir des échanges et de participer à cet événement. Le monde du cyberespace présente une particularité dans l'évolution des questions de sécurité, c'est qu'il rapproche plus fortement les acteurs privés et publics. Si pour arrêter un cambrioleur ou une équipe de braqueurs, en général, on s'appuie plutôt sur la police ou la gendarmerie, dans le monde du cyberespace, il en va autrement. Vous avez un rôle particulier, vous effectuez une partie des tâches qui sont réalisées par l'État dans la délinquance traditionnelle, en matière de délinquance traditionnelle, et ça fait toute la différence. Le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère régalien par essence. Il a pour mission essentielle d'assurer la préservation de l'ordre public, la protection des personnes, des biens, des institutions, et aujourd'hui, il doit aussi protéger l'État vis-à-vis de ce qui se passe dans le cyberespace. Le cyberespace, c'est la continuité de l'espace physique, et ces deux espaces sont complètement indissociables dans la gestion quotidienne de la sécurité, et ce n'est pas sans conséquence. Bien entendu, et je salue la qualité du travail que Guillaume vient d'évoquer entre le ministère de l'Intérieur et l'ANSSI, et la qualité de relation entre nos équipes respectives, le ministère de l'Intérieur s'inscrit pleinement dans cette stratégie nationale qui a été présentée par le Premier ministre en mois d'octobre dernier, la stratégie nationale du numérique. Et il est clair que nous avons à participer, à produire ensemble tout un ensemble d'actions, je pense en matière de sensibilisation, pour protéger, pour aider à la protection des grands opérateurs que certains d'entre vous représentent. Et nous avons évidemment aussi à œuvrer à la prévention de ces tendances qui nous impactent fortement. Je pense à ce qui se passe en matière d'extraction massive de données, des affaires de sabotage, des affaires d'espionnage de toutes sortes, des opérations de saturation, de rançonnage, d'une manière générale l'activisme. On voit bien qu'il y a dans ce domaine des impacts très forts aussi sur notre activité, et nous sommes bien entendu au premier chef concernés à voir cette relation contribue nettement à accroître la performance et l'efficacité de la réponse de l'État. Le ministère de l'Intérieur, bien sûr, est concerné à des titres divers, et tout particulièrement dans le domaine des enquêtes au service de l'autorité judiciaire. Je ne veux pas être exhaustif, mais il y a quelques affaires qui rappellent encore cette action. Je pense particulièrement à l'enquête qui a été menée par la police judiciaire après les attentats de janvier 2015, que vous avez tous en mémoire, et où nous avons eu plus de 20 000 sites internet et de comptes réseaux sociaux qui ont été attaqués, où la direction centrale de la police judiciaire a pu travailler sur des équipes de hackers qui ont été identifiées, des opérations qui ont été menées en France, des commissions rogatoires internationales menées également vers l'Afrique du Nord pour interpeller les auteurs. On a aussi, en courant 2015, des opérations qui ont été menées en relation toujours avec la police judiciaire et la brigade, la BEFTI de la préfecture de police de Paris, qui ont constaté des cyberattaques de type DDoS contre des sociétés commerciales avec des demandes de rançon en bitcoin. Si on ne versait pas la somme, au bout de quelques heures, la rançon augmentait, etc., etc. Avec Europol, il y a eu tout un ensemble d'actions qui ont été menées, qui ont permis d'identifier un ressortissant bosniaque qui a été interpellé au cours d'une opération lancée conjointement avec les autorités allemandes, autrichiennes, bosniaques et britanniques. On voit bien que dans ce domaine, là aussi, c'est une évolution. Les relations et la coopération internationale est particulièrement forte. Je n'oublie pas non plus les enquêteurs de la gendarmerie nationale qui ont identifié 3 hackers français qui administraient un site internet qui proposait des services payants d'attaque informatique par déni de service. Ce site a été utilisé pour lancer des cyberattaques en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Les 3 comparses ont également été interpellés par la gendarmerie nationale. Voilà, on voit au-delà du travail judiciaire qui constitue historiquement le cœur du métier, en tout cas dans la compréhension générale de l'activité du ministère de l'Intérieur, qu'il y a aussi tout un travail autour de l'ordre public et des problèmes d'atteinte à la réputation, de propagande dans le cyberespace nous intéressent de plus en plus, sont de plus en plus, je dirais, au cœur de nos préoccupations.
il est évidemment important que le ministère de l'Intérieur se protège lui-même. Ça, c'est un autre aspect des choses sur lesquels on attend évidemment et on compte aussi sur vous. Dans ce cadre, plusieurs projets sont en cours et tout particulièrement, je veux citer un projet sur lequel nous travaillons avec l'ANSSI sur un projet d'assistance, en tout cas d'aide aux victimes de cybermalveillance qui va faire l'objet d'expérimentations dans les prochains mois. C'est un projet qui vise à répondre à des attentes fortes dans le monde économique des petites et moyennes organisations ainsi que des collectivités territoriales. Et dans ce domaine, je pense qu'il y a beaucoup à faire en matière de sensibilisation et de réponse à des questions qui sont parfois en apparence assez basiques, mais sur lesquelles il n'y a aujourd'hui pas de réponse. La sensibilisation, c'est aussi agir auprès des particuliers. Si on veut vraiment développer dans ce pays une culture de la cybersécurité, il faut agir aussi auprès des plus petits. Et c'est pour ça que le ministère de l'Intérieur s'est beaucoup impliqué. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du permis Internet, qui a été initié par la Gendarmerie nationale. Depuis 2013, ce sont plus de 450 000 enfants qui ont entre 9 et 10 ans, qui ont été sensibilisés dans les écoles contre les dangers des prédateurs, les enjeux des données personnelles, les photos mises un peu trop facilement sur le net, les virus, les risques de piratage, etc. La culture de la sécurité, celle qui n'a pas de vocation anxiogène, ce n'est pas l'objectif de ce travail, mais qui explique, qui apprend durablement aux futurs citoyens et aux futurs acteurs économiques en quoi et comment ils doivent se positionner par rapport aux dangers du net. Et ça commence effectivement par cette sensibilisation dès cette tranche d'âge. Ce qui m'amène à dire que ce travail, que nous considérons comme très important, va se développer à mesure que la surface d'attaque augmente. Et je pense particulièrement aux dangers, aux enjeux, l'actualité toute récente à travers un opérateur, dans les dangers qu'amène la profusion d'objets connectés. Nous amènera également à travailler aussi sur ces questions et sur la sensibilisation à l'usage de ces technologies. Nous devons donc nous adapter en permanence et c'est d'ailleurs pour ça qu'un effort particulier est mené pour déployer des moyens logistiques, humains, de formation, de prévention. Nous avons plus de 600 référents sûreté qui ont une compétence cyber et que nous continuons à faire monter en compétences. Le ministère s'attache aussi à renforcer les capacités de certains pays qui ont des besoins d'expertise à travers un réseau important qu'il faut connaître quand on est une entreprise qui soit veut avoir des ambitions à l'export ou soit avoir des enjeux, des réponses sur la question de la protection de ses personnels à l'étranger. C'est la direction de la coopération internationale qui est présente dans plus de 150 pays. J'évoquais à l'instant les enquêtes judiciaires. Nous travaillons bien sûr en étroite relation avec le ministère de la Justice pour nous donner les moyens juridiques d'accomplir notre mission. Les textes évoluent, ils évoluent très vite. Il y a une vraie complexité juridique autour du thème cyber et nous avons évidemment la nécessité de préserver toujours les libertés publiques et individuelles tout en veillant en permanence à cet équilibre avec les enjeux de la sécurité. Donc tout particulièrement, je pense à la mise en œuvre des procédures spéciales indispensables en matière de criminalité et de terrorisme, mais aussi par exemple celles plus précisément de l'enquête sous pseudonyme ou les captations de données. En ce qui concerne ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est que l'ensemble de ces problématiques, on ne peut pas les faire seuls dans notre coin, on en est parfaitement conscient, on a vraiment besoin de vous, opérateurs de l'Internet, industriels de la cybersécurité, petits ou grands, français ou étrangers. Si je suis présent aujourd'hui devant vous, c'est aussi parce qu'on a, au ministère de l'Intérieur, opéré une évolution à travers le rapprochement de la délégation. Donc je suis toujours, à l'heure où je vous parle, délégué ministériel aux industries de sécurité, donc à charger d'animer pour le ministre de l'Intérieur les travaux de la filière industrielle, donc sécurité au sens global, au sens large. Et cette structure se rapproche et est en train d'évoluer vers une fusion avec la délégation aux cybermenaces. Ce travail... Pourquoi on l'opère ? Je rentrerai peut-être plus tard si ce sujet vous intéresse dans les questions et réponses, mais on est arrivé à l'évidence qu'on ne peut pas aborder ces questions sans véritablement développer des partenariats. Nous avons
de nouveaux besoins de sécurité. Nous devons les travailler ensemble, travailler sur des solutions, des besoins particulièrement évolutifs, tant l'évolution des technologies profite simultanément à ceux qui en font un usage normal, mais aussi à ceux qui la détournent de ses finalités pour des actions malveillantes ou frauduleuses. Donc notre but face à tous ces problèmes, c'est de trouver des solutions. Et je m'adresse donc particulièrement aux acteurs économiques français, bien entendu, mais aussi étrangers, aux États ainsi qu'aux entrepreneurs. Notre combat pour la sécurité est mondial et la sécurité du cyberespace est un véritable enjeu. Nos ennemis ne connaissent pas de frontières. Il n'y a pas de sécurité sur le cyber sans confiance. C'est un autre enjeu, c'est un autre élément. Il n'y a pas de confiance, c'est donc pas de business. C'est pour ça que on est face à un même enjeu, la confiance des acteurs, la confiance globale des acteurs avec qui nous travaillons. Et je viens au point suivant sur la lutte antiterroriste. C'est-à-dire que vous savez évidemment, plus particulièrement, que le ministère de l'Intérieur est particulièrement impliqué dans la lutte actuelle, dans la lutte contre les événements et contre le développement de ce phénomène. L'usage du net l'usage des outils de communication, au-delà du net, l'usage des outils de communication électronique par les terroristes est un véritable défi sur lequel nous devons aujourd'hui lutter. Nous faisons face au problème avec nos moyens techniques, les moyens judiciaires, nos services de renseignement. C'est une lutte qui mobilise l'ensemble des acteurs de la sécurité. Mais là aussi, nous avons besoin de votre soutien. Il nous faut ensemble développer et multiplier des solutions pour identifier, localiser, analyser, anticiper et limiter l'accès à la propagande. Cette propagande qui encourage certains, souvent jeunes, à s'enrôler dans les troupes de l'État islamique et le jour venu qui les aide à basculer. Quelques exemples connus dans le grand public sur l'usage d'Internet fait par des terroristes qui ont tué 236 personnes et ont blessé 853 autres depuis le 7 janvier 2015. L'un des frères Kouachi qui a trouvé une aide au maniement des armes sur Internet. Quasiment tous les assassins sont radicalisés au contact de la propagande de l'État islamique, que ce soit les frères Abdeslam, la Rossi Abdallah ou tueur de la promenade des Anglais. Koulibaly qui a reçu de Syrie l'instruction de tuer quand il a œuvré sur Montrouge. Les tueurs de Saint-Étienne-du-Rouvray qui utilisaient Telegram. Le tueur de mes deux collègues de Magnanville qui a posté des images et revendiqué son acte sur Facebook et Twitter. La revendication de Koulibaly, filmée par ses soins, qui est postée post-mortem avec une adresse IP utilisée par l'État islamique. Enfin bref, la liste est encore longue, je vais m'arrêter là. C'est pour cette raison, si vous voulez, qu'une des préoccupations majeures, au-delà des enquêtes post-mortem, c'est de nettoyer évidemment le web de ses contenus, et il y a un vrai évidemment enjeu pour nous d'avoir une réponse sur la question de la propagande. C'est un point particulièrement important. Nous avons déjà engagé avec la visite du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve dans la Silicon Valley un dialogue avec les opérateurs de l'Internet. C'était donc en 2015. Je remercie d'ailleurs au nom du ministère de l'Intérieur ces acteurs pour leur adhésion à notre démarche dans le cadre d'un groupe qui s'appelle le groupe de contact permanent qui se réunira encore en octobre prochain, donc dans quelques jours. Nous avons pris de nombreuses initiatives qui par ailleurs nous amènent à déclencher d'autres partenariats qui ont été lancés pour débloquer, fluidifier, améliorer la compréhension réciproque chaque fois que cela est nécessaire. Là encore, merci à eux, merci à vous pour cette mobilisation. Il faut bien entendu que nous allions plus loin. Je vous souhaite un excellent rassemblement. Merci encore à l'organisation pour la qualité de l'organisation de ces assises et je vous remercie de votre attention. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur Poupart, Monsieur Delville, bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez la règle du jeu, c'est l'heure des questions-réponses. Alors nous avons sollicité l'ensemble de la communauté du Cercle et des Assises en vous demandant les questions que vous souhaitiez poser donc à nos deux invités. Beaucoup de questions sont remontées, nous avons centralisé, fédéré, associé des questions. Nous en avons ressorti les plus populaires. Alors forcément, les plus populaires sont parfois aussi peut-être un petit peu polémiques. Ce sera à vous de jouer. Et nous avons 10 petites minutes, un petit quart d'heure pour essayer de balayer cet ensemble de questions de la communauté. Monsieur Poupart, on vous perçoit manifestement comme monsieur réglementation. Il en faut un dans le domaine. Et la question qui revient souvent est de savoir, à force de vouloir faire toujours plus de réglementation, est-ce qu'on ne perd pas de vue l'objectif premier de la sécurité, qui est de faire de la sécurité, et non pas de la conformité ?
Alors déjà, le rôle réglementaire de l'ANSSI, je l'assume parfaitement. Il y a bien d'autres rôles à l'ANSSI, notamment des rôles opérationnels. Hein. Quand on va aider les victimes, j'en parle moins, parce qu'évidemment, ça n'a pas à être connu, mais c'est quelque chose qui fait partie de nos missions. On sait que vous êtes innocent. Maintenant, c'est la perception. Innocent, ouais. Non, mais c'est important d'y répondre. On fait également pas mal de prévention dans d'autres domaines. Quand on travaille sur la formation, c'est pareil. On a énormément de champs qui ne sont pas des champs réglementaires. Après, ma conviction, et c'est ce qui pousse finalement l'action française plus que la mienne depuis l'origine, c'est que la réglementation peut être un catalyseur, peut faire en sorte qu'on va plus vite, tout simplement. Après, c'est simple, on peut laisser aller, il va y avoir des drames, il va y avoir des morts, il va y avoir des catastrophes économiques, et après on réagira, sauf que les blessés seront plus durs à soigner, probablement. Le rôle de réglementation, c'est bien de pouvoir aller plus vite, gagner du temps, mais également de toucher à des gens qui ont un rôle important à jouer, mais qui ne sont pas forcément concernés initialement. Je pense aux directeurs juridiques, je pense au PDG, aux directeurs financiers, ceux que je citais tout à l'heure. Et donc voilà, une réglementation n'est utile que si ça permet d'aller plus vite et si ça permet de créer ces liens. On n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait depuis 2 ans, très clairement, si on n'avait pas eu la LPM. Ça me paraît une évidence. Charge à nous ensuite de faire en sorte que cette réglementation soit intelligente, au sens où elle doit être efficace, elle doit réellement élever le niveau de sécurité au bon niveau, elle doit être soutenable par les opérateurs qui doivent la mettre en œuvre. Et là, je pense que justement, les échanges nombreux qu'on a eus ont permis justement de lever les derniers doutes sur ces questions-là. Très bien, donc elle a un effet positif, vertueux, à condition de coller à la réalité. C'est un pari. Certains de nos alliés font des paris opposés, sont plutôt dans le conseil. Voilà. On a fait ce choix-là avec notre propre sensibilité, et certainement pas par goût d'accumuler et d'additionner de la réglementation. Ça, je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand monde au niveau de l'ANSSI, en tout cas pas moi, fanat de faire de la réglementation pour le plaisir. Très bien. Monsieur Delville, pourquoi vouloir faire converger finalement la délégation aux industries de sécurité, vous l'avez dit, qui a un spectre beaucoup plus large, et la lutte contre les cybermenaces? Est-ce que c'est parce qu'il y avait peut-être trop de gendarmes dans la lutte contre les cybermenaces, on a voulu y mettre un policier, ou est-ce qu'il y a d'autres intérêts? D'abord, il y a aussi un gendarme, mais on travaille bien sûr, je dirais, de manière complète avec l'ensemble des acteurs du ministère de l'Intérieur. Et c'est vraiment le constat, je pense, j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Yves Latournerie qui occupait ces fonctions jusqu'à présent. Et puis il y a Myriam Kemener qui nous a rejoint et qui interviendra plus tard dans le cadre de ces assises. Et on voit bien que il y a une vraie réponse qu'on ne peut pas apporter seul dans son coin sur les enjeux cyber. En même temps, c'est un enjeu de filière industrielle majeure. Il y a 1 million d'emplois en France qui sont concernés par la sécurité. Il y a un taux de croissance global qu'on évalue à 5%, mais qui est un écart considérable entre la sécurité classique, c'est-à-dire la sécurité humaine qu'on voit dans les centres commerciaux, qu'on voit dans les rues quand il y a des événements festifs, et puis la cybersécurité qui tire l'ensemble de la filière de sécurité. Et on voit bien à travers toute une réflexion qui est commune d'ailleurs avec les enjeux qu'évoque Guillaume, notamment en France, la problématique des fonds, comment aider l'entreprise à passer un certain palier. Ces fonds-là vous disent, oui, mais moi, si on est uniquement sur le champ de la cyber, on va très vite heurter des problèmes de criticité, de souveraineté. On ne va pas forcément pouvoir avoir la taille critique pour se développer. Voilà. Donc, c'est des thématiques qu'on retrouve de manière transversale. Il y a bien entendu des spécificités juridiques au monde de la cyber, mais je dirais que l'évolution et le phénomène est globalement un problème commun aux deux délégations, donc ça fait complètement sens de les rapprocher. D'où l'intérêt de les rapprocher. Monsieur Poupart, une autre question avec des mots parfois très durs. Est-ce que la LPM ne mettrait-elle pas en avant une vision de la sécurité et là, ce n'est pas moi qui l'invente, je cite seulement, rétrograde, pas assez agile, un peu trop contraignante justement, alors que des entreprises ont déjà consacré beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources à mettre en place une vision de la sécurité plus agile, plus évolutive. On parle de sécurité en profondeur, un focus sur la sécurité applicative, des modèles de sécurité un peu plus innovants, dans un double objectif qui est évidemment de maîtriser les risques et de faciliter le time to market. Donc peut-être ce qui se cache derrière cette question, c'est que est-ce que la vision un petit peu trop structurante de la LPM ne vient pas nuire au time to market qui est essentiel aux entreprises? Je peux comprendre que certains aient cette approche-là, aient cette compréhension. Je les encourage à aller lire les textes, notamment des arrêtés sectoriels qui viennent de sortir.
Alors, ce n'est pas en termes de forme, en termes de marketing, c'est du texte au journal officiel. Hein. Ça manque d'image, ça manque de... On peut critiquer la mise en forme, ça à n'en pas douter. Non, mais blague à part, allez lire vraiment ces règles-là. Ce sont des règles qui sont assez intemporelles, le terme est trop fort, mais ce sont des règles de long terme. Quand on dit qu'il faut mettre en place une gouvernance, c'est peut-être pas fun, c'est peut-être pas rigolo, c'est absolument essentiel. Quand on dit qu'il faut mettre en place de la protection, une logique d'architecture et tout ça, bah, c'est la base. Ceux qui m'expliquent qu'on peut faire de la sécurité sans passer par là, ce sont des escrocs. Hein, je n'ai pas peur du mot. Mettre en place des systèmes de détection, donc complémentaires à système de protection, eh bien, pareil, ce sont des règles qui font couler beaucoup d'encre. Là, pour le coup, ça me semble extrêmement moderne comme démarche. Et donc, j'encourage ceux qui ne le font pas encore à aller vers cette modernité. Et plus généralement, les règles telles qu'on les a rédigées, avec les OIV eux-mêmes souvent, même toujours, eh bien, elles visent justement à s'inscrire dans la durée et à permettre l'agilité et à permettre une variabilité. Alors déjà une variabilité par secteur, c'est pour ça qu'il y a un arrêté par secteur, c'est pas pour le plaisir de faire du papier, hein, soyez-en sûrs, mais également au sein de ces règles-là, la mise en œuvre de ces règles reste extrêmement souple, c'est pas le bon terme évidemment, mais laisse la part à l'initiative chez les opérateurs. Donc une fois encore, hein, au-delà de l'apparence austère, allez voir dans le contenu ce qu'il y a, et puis vous verrez que la plupart des bonnes idées, même des idées très modernes, et probablement des idées à venir, pourront s'inscrire assez naturellement dans le cadre de ces règles qui sont volontairement pas ultra précises au bit près, pour parler en informaticien. Je retiens notamment que donc avant de vouloir faire de l'agilité, il faut savoir faire ses gammes. Il y a la base, il y a le fond, Voilà. On n'y coupe pas. Faire de la sécurité sans ça, c'est de la poudre aux yeux. Merci. Monsieur Delville, quelles sont vos propositions pour améliorer la communication entre donc, la collaboration, l'échange peut-être d'informations entre les acteurs français et européens dans le domaine de la réponse aux incidents? C'est un domaine qui revenait très régulièrement dans nos questions. Sur la réponse, d'abord, travailler en réseau, ça c'est clair, sous la bienveillance, le pilotage, je pense, de l'ANSSI qui, dans ce domaine, a un rôle fédérateur incontestable. Et puis, développer, je pense, beaucoup de partenariats, notamment au niveau européen, où on voit qu'il y a quand même des écarts considérables dans la perception et dans le traitement qui est fait de ces différentes attaques, ou en tout cas de ces menaces. Et ça, c'est quelque chose qui est un des sujets, je dirais, clés. Guillaume en a parlé tout à l'heure, mais je vais à Bruxelles la semaine prochaine. On a des positions sur lesquelles nous nous défendons avec l'Allemagne, ou parfois en bilatéral, parfois avec d'autres pays, mais on a un vrai enjeu de ce côté-là, je pense. Ouais. Très bien. Monsieur Poupart, alors, je suis vraiment confus, hein, le terme contrainte revient dans la question suivante. Il y a de la contrainte. Mais là, de manière peut-être plus constructive, est-ce que la contrainte, qui peut être une saine contrainte, évidemment, notamment le renforcement de la sécurité des OIV, LPM, est-ce que cela ne va pas déplacer tout simplement les efforts des pirates vers des sociétés qui ne sont pas contraintes par ces efforts-là et qui donc naturellement seront peut-être moins bien protégées? Quelque chose qui est très cher d'ailleurs à la police, qui sait très bien que lorsqu'on renforce peut-être la sécurité dans un secteur, ça peut déplacer tout simplement la délinquance, et ça se passe dans le cyber de la même manière. Il faut rappeler probablement la genèse de la démarche. Si on impose des règles, si on impose des contraintes, je reprends le terme, aux opérateurs d'importance vitale, c'est pas pour le plaisir, mais c'est bien parce que par définition, ces opérateurs d'importance vitale sont indispensables à la sécurité, à la continuité de la nation. Donc ils ont une responsabilité en termes de sécurité envers eux-mêmes, mais surtout envers la nation. Et c'est là où le rôle de l'État est justement de faire en sorte que vous, moi, soyons dans un espace sûr, et ça passe par de la contrainte vis-à-vis de ces opérateurs qui ont un statut très particulier. C'est également la raison pour laquelle on n'ira pas mettre des contraintes, exactement de la réglementation, chez tout le monde, parce que pour beaucoup d'autres acteurs, eh bien, c'est vraiment, s'ils sont attaqués, c'est quand même avant tout leur problème. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne les aidera pas, ça ne veut pas dire qu'on est insensible, mais c'est bien de leur responsabilité de faire. Et là, on sera beaucoup plus dans le conseil, on sera beaucoup plus dans la méthodologie, dans l'accompagnement, que dans la contrainte. Donc OIV, c'est très particulier. Hein. Les opérateurs essentiels portés par la directive Nice, ce sera un petit peu dans la même logique, même si ce sera probablement un petit peu assoupli. Et puis il y a tous les autres. Pour tous les autres, alors une anecdote, régulièrement, on me dit, moi je ne suis pas OIV, comment je peux faire pour me protéger ? Je leur dis, c'est simple, vous prenez les arrêtés qui s'appliquent aux OIV et vous le faites de manière volontaire. Et c'est pas une blague.
Enfin, on a les bases de la cybersécurité dans ces arrêtés. Ou bien on prend d'autres méthodologies, mais ça va revenir fondamentalement au même. L'autre pari que l'on fait, c'est qu'en réglementant au niveau des opérateurs d'importance vitale, qui sont rarement tout seuls dans leur écosystème, et qui au contraire entraînent tout un écosystème parfois extrêmement vaste pour certains industriels, et bien que justement le rôle qu'ils ont de propager les règles dans le cadre des contrats qu'ils ont avec leurs sous-traitants permettent de manière vertueuse de faire tache d'huile et d'étendre les bonnes pratiques à des gens qui ne sont pas touchés par la loi directement et qui n'ont pas vocation à l'être. Donc voilà, c'est un peu ça le pari que l'on fait. Bien évidemment, c'est comme les systèmes d'alarme. Quand vous mettez un système d'alarme, ça ne supprime pas les cambrioleurs, ça les renvoie chez le voisin. Excuse-moi pour ces images un peu triviales. C'est pas faux. Face à un spécialiste. Mais bon, il y a ça. Si on est très égoïste et qu'on raisonne au niveau national, on se dit les cambrioleurs, on ne va pas les envoyer chez d'autres en France, on va les envoyer en dehors de France. Et puis si on arrive à faire cette démarche européenne, on va les envoyer en dehors d'Europe. Malheureusement, on est dans une logique encore qui est très défensive, parce que le côté contre-attaque et tout ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Attraper, on commence à le faire, tu l'as dit, mais c'est également très compliqué. On ne peut pas compter là-dessus, évidemment, pour supprimer la menace. La menace, il faut l'esquiver, et l'esquiver collectivement. Merci. Monsieur Delville, une question peut-être un peu plus délicate. Quelles sont les leçons à tirer des ratés au démarrage de l'application SAIP? Donc, vous pouvez rappeler peut-être aussi l'objectif de cette application, dans le cadre de la collaboration publique-privée, justement. C'est une application qui contribue avec un ensemble d'autres solutions à gérer l'alerte, qui a été mise en place. Alors, il y avait plusieurs événements, le championnat d'Europe de football, c'est un certain nombre d'événements qui justifiaient la mise en place de cette application. Et effectivement, lors du premier déclenchement, il y a eu un problème de supervision qui a été, bien entendu, identifié, réglé, sur lequel on travaille, bien entendu, avec les prestataires qui avaient été retenus pour mener à bien ce projet. Voilà, c'est un projet qui s'inscrit dans une démarche plus globale de réflexion autour de l'alerte, notamment avec des opérateurs comme les grands opérateurs, les GAFA et d'autres, dans le cadre d'ailleurs de ce groupe de contact permanent, on échange sur ces sujets. On voit bien qu'il y a un besoin, il y a une attente d'abord d'un outil institutionnel donc, qui a été mis en place malgré, le petit raté du démarrage, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une robustesse qui est sur laquelle on travaille, avec des fonctionnalités nouvelles aussi, et puis des possibilités aussi. On travaille également sur d'autres perspectives qui ne sont pas encore mises en application. Je pense au cell broadcast et d'autres pistes qui font l'objet actuellement de réflexion et de chantiers de projet, avec des incréments qui vont arriver au fil des mois, quoi. Donc à la question de savoir quel est les enseignements qui ont pu être tirés. Les enseignements, c'est que d'abord, ce sont des applications, une fois qu'elles sont mises en service, qui sont évidemment très, très importantes. Et la problématique qui a été soulevée est une problématique malheureusement de supervision du système qui a aujourd'hui été réglée, dépassée. Et il y a eu plusieurs cas d'usage qui ont été aujourd'hui, l'application fonctionne et a été remise en service. Très bien, merci. Monsieur Poupart, l'ANSSI a publié donc un référentiel d'exigence pour la qualification des prestataires dans le domaine du cloud, alors l'informatique en nuage. Quelles sont les perspectives donc de certification? Qu'est-ce qu'il y a dans le pipe pour rester en bon français? Qu'est-ce que je dis tout à l'heure? Il doit y en avoir 9 des prestataires volontaires. On est bien dans une phase expérimentale. Phase expérimentale, ça veut dire qu'on a fait un référentiel, un appel à commentaires, on a corrigé le référentiel. Maintenant, on expérimente comment une société privée qui fait l'évaluation, c'est pas nous qui faisons l'évaluation, on coordonne tout ça, arrive à évaluer des offres qui sont apportées par un prestataire. Donc ça prend du temps. Ça va arriver à terme d'ici la fin de l'année. On va avoir la version définitive du référentiel d'ici la fin de l'année. Et l'ouverture du processus en mode normal à partir de l'année prochaine. Donc ça, c'est très positif. Ça permet de sortir du discours « le cloud, c'est dangereux ». Ça reste dangereux dans certaines situations, c'est une évidence. Mais pour justement apporter des solutions de confiance et de juste niveau, c'est bien pour ça qu'il y a 2 niveaux d'évaluation dans ces qualifications pour le cloud. Et un point non politiquement correct, je souhaite rappeler que cette démarche de qualification n'est pas une démarche de protectionnisme. C'est pas mon métier de faire du protectionnisme économique, je ne juge pas, ça peut avoir tout son sens. En l'occurrence, c'est bien une démarche de sécurité. Et donc, c'est une démarche qui est ouverte, notamment aux industriels étrangers. C'est un cas où c'est particulièrement vrai. J'ai eu pas mal de discussions avec des grands acteurs du cloud, grands acteurs non européens,
mais qui de plus en plus installent leur data center en Europe, ce qui est une très bonne chose. Ça fait partie de la démarche de confiance que l'on cherche à construire ensemble. Certains, au départ, ont été tout de suite très allants. D'autres n'avaient pas compris, donc ils sont plus venus avec des colis coquillages et de la verroterie avant de comprendre que c'était pas ça, c'était une mauvaise approche. Et donc je suis plutôt très confiant sur le fait que tout ça débouche, même si, une fois encore, pour les prestataires, c'est difficile, sans rentrer dans le détail des évaluations en cours. Il y en a à qui ça pique les yeux, parce que c'est compliqué de faire la sécurité, notamment sur les technologies cloud, qui ne sont pas des technologies simples, c'est une évidence. Je pense que ça nous tire vers le haut et que, in fine, pour les clients, ce sera tout bénef, et également pour les prestataires vertueux qui seront rentrés dans cette démarche d'évaluation et de construction de la confiance. J'y vois notamment un autre intérêt qui est celui de l'approche de la direction générale, qui peut avoir une réaction assez binaire en disant « j'ai lu que le cloud c'était mauvais ». Là, il y a une vraie réponse à apporter de la part du RSSI qui est désormais du cloud labellisé existe et on peut l'utiliser. Merci. Monsieur Delville, est-ce qu'il est aussi dans l'attribution de la DMIS de sélectionner des briques, donc des offreurs par exemple, complémentaires qui pourraient être associés dans le domaine notamment de fourniture de solutions complètes avec des opérateurs. C'est-à-dire qu'on a des briques qui peuvent être installées chez des entreprises privées et on a les offreurs qui sont les opérateurs qui sont les mieux placés finalement pour voir passer les attaques. Est-ce que ces gens-là ne se parlent pas toujours forcément? Est-ce que c'est aussi dans vos attributions de les mettre autour d'une table et leur dire maintenant on va faire des choses ensemble? Alors très clairement, on n'est pas dans une structure qui a vocation à être un assemblier tel que vous le représentez. J'ai beaucoup joué au Lego, c'est peut-être pour ça que je l'ai perçu comme ça cette question. Moi aussi, mais justement là je pense que la mission de la délégation est plutôt d'animer et de peut-être contribuer à ce travail d'assemblage au sein de la filière industrielle. Je prends un exemple qui n'a rien de cyber, l'intelligence vidéo. C'est un besoin très très fort aujourd'hui dans la sécurité, qui est un enjeu à la fois dans le terrorisme, dans la sécurité au quotidien, pour gérer des manifs, pour la RATP, etc., etc. Eh bien, on sait qu'aujourd'hui, on a des tas de boîtes, de grands groupes, mais aussi de PME, de start-up qui ont des algos extrêmement pertinents sur la reconnaissance de forme, telle fonction, tel usage. Et un des enjeux, un des démonstrateurs de la filière industrielle, c'est de se focaliser sur comment on travaille ensemble pour faire un outil le plus performant possible. Voilà, donc c'est un exemple qui est appliqué à la vidéo. Il y a également des projets dans le champ du cyber. Je pense qu'on va en plus à l'avenir développer certainement d'autres réponses à travers ce qui est en train de, dans les jours à venir, vous allez avoir un important appel à projet dans le cadre du PIA 2, ce qu'on appelle le PIAV, et très prochainement, je crois que c'est dans quelques jours, vont sortir les nouvelles thématiques. On y retrouve du Smart City, on retrouve des sujets autour du Big Data, qui constitue un autre enjeu très très important de sécurité et de nécessaire équilibre entre la techno et ses enjeux et ses performances, et puis la préservation aussi des libertés et des droits fondamentaux. Donc il y a à travers ces appels à projets la capacité à développer des projets nouveaux qui sont des occasions de réponse comme celles que vous indiquez. D'accord. Donc c'est plus organique que forcé finalement. Voilà. Monsieur Poupart, la dernière question est pour vous. Le règlement général sur la protection des données personnelles, il fallait bien que l'on en parle, a enfin été adopté. Donc, il aborde la protection des données personnelles manipulées par l'entreprise. Et la question est très simple. Que faire pour protéger ces données efficacement? Vous avez 4 heures. Non, vous avez 3 jours. Et c'est vous qui allez bosser. Vous l'avez compris, il y a une démarche qui protège les systèmes d'information et il y a une démarche qui protège les données personnelles. Système d'information, c'est plutôt l'ANSSI, données personnelles, c'est plutôt la CNIL. La pire des choses, ce serait évidemment de se tourner le dos et de ne pas être synchro. Donc même si on a des statuts assez différents, on a d'excellentes relations avec la CNIL aujourd'hui, on parle de tout ça. Ça va dans le bon sens, parce que quand on protège le système d'information, fondamentalement, on protège les données personnelles. Et pour protéger les données personnelles qui sont dans les systèmes, la meilleure des choses, c'est d'appliquer les bonnes règles au système d'information. Donc tout ça finalement, ce sont différentes facettes du même objet. Le seul cas, pour prendre 2 minutes sur les 4 heures, c'est bien veiller à ce que les dispositifs ne soient pas contradictoires. Donc à 99%, ils ne le sont pas. On a un souci théorique aujourd'hui qui est celui de la déclaration des pertes de données personnelles en cas d'attaque auprès des victimes, qui sont en général les clients de la victime. Et nous, à l'opposé, au moins dans le domaine OIV, on garantit au contraire la confidentialité de l'information liée à l'attaque. Donc comment est-ce qu'on va faire pour dire qu'on n'a pas été attaqué et en même temps prévenir les clients ?
J'ai pas de solution magique. Le fait est que jusqu'à maintenant, le cas ne s'est pas présenté. On a su le gérer parce que fondamentalement, les données personnelles qui avaient pu être exfiltrées ne faisaient pas partie de systèmes d'information d'importance vitale. Mais enfin, on ne tiendra pas très longtemps avec ce genre ça marche de peut-être un pirouette. petit peu. Donc voilà, on est très vigilant. La chose importante, c'est que le lien avec la CNIL notamment est un lien fort, où on voit bien que on va dans le même sens, on va dans la même direction, et on a le même objectif qui est vraiment de protéger et les industriels et les données qu'ils traitent en vue d'éviter les catastrophes vis-à-vis des prédateurs de tout poil qui traînent, que ce soit des prédateurs punis par la loi ou des prédateurs parfois très, très officiels. Très bien, merci à tous les deux, merci à vous toutes et tous. Alors pour reprendre les paroles d'un grand penseur contemporain, vous avez 3 jours. Merci.